Les amis, bonjour. Encore une fois, c'est Andy Ntimondele. Je suis un investisseur dans le monde du crypto et je viens vers vous aujourd'hui pour partager sur un autre sujet. Et pour d'aucuns, c'est un sujet à controverse. Mais je suis vraiment dans la joie de partager avec vous aujourd'hui sur la notion de la gestion du risque en ce qui concerne les investissements en ligne. Il est sans doute nécessaire de discuter de ce thème important parce que à chaque fois qu'on aborde la question des investissements en ligne et pour les individus non avertis, la première des choses qui vient, c'est « oh, c'est risqué, oh, on va perdre, etc. » Et pourtant, en fait, la notion de risque, c'est une notion qui est parfaitement gérable. Et donc, il y a aujourd'hui, toutes les 17 ou 18 minutes, il y a un nouveau millionnaire qui naît, essentiellement à cause des opérations en ligne. Et donc, ce sont des opportunités que nous, particulièrement, peuple africain, peuple congolais en particulier, nous devrions sauter sur des opportunités de la sorte pour pouvoir maximiser les possibilités pour nous de pouvoir mener une vie meilleure et pourquoi pas permettre aussi à ceux qui sont autour de nous de participer au partage, un partage un peu plus équitable de richesses du monde. Donc voilà, aujourd'hui, notre sujet portera sur la question de la gestion de risque lorsqu'il s'agit des investissements en ligne. Avant de commencer, je vais vous dire une petite anecdote. Il y a quelques semaines, il y a quelqu'un avec qui nous interagissons et en fait qui avait commencé à faire ses investissements et du coup cette personne a fait marche arrière, vient vers nous pour dire écoutez, moi je vais désinvestir totalement, etc. Je vous épargne les détails. Mais après conversation et investigation, on a trouvé qu'à la fin, son pasteur lui aurait dit que ces histoires des investissements en ligne ressortent du domaine maléfique, ça ressort de la sorcellerie, et donc lui, il doit rien avoir avec, il doit pas s'y associer, il doit totalement être désintéressé parce qu'il y a quelque chose de maléfique derrière. Et oui, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, le pasteur, monsieur le pasteur, aurait conseillé à son membre d'église de désinvestir totalement parce que les investissements qui se font en ligne sont des investissements qui sont liés à des activités maléfiques. Euh, je ne sais pas s'il faut rire ou pleurer. Je ne sais pas si ce pasteur est instruit ou pas, mais cela n'est pas le sujet du jour. Je vous en parle parce qu'il y a beaucoup de malentendus en ce qui concerne les investissements en ligne. Et c'est justement la raison pour laquelle nous prenons notre temps, nous nous dédions complètement à cette œuvre de vulgarisation, de partage d'informations concernant des activités qui se font en ligne. C'est vrai, il y a des risques, c'est vrai, mais il y a moyen de le gérer. Donc, pour aujourd'hui, nous allons commencer par là. Je vais commencer tout de suite par partager mon écran. Et comme d'habitude, j'aime utiliser des tableaux et ces tableaux sont des tableaux qui illustrent certaines informations et on va partir de ces tableaux pour partager. OK, en ce qui concerne la gestion de risque, nous allons donc procéder de la sorte. Nous allons commencer par parler d'abord d'une catégorisation des avoirs financiers. Il est important de catégoriser les avoirs financiers parce que tous les avoirs n'ont pas le même volume de risque. Et donc, nous allons commencer par voir par le tableau qui nous est présenté ici qu'il y a différents types d'avoirs financiers. OK? Il y a généralement ce que nous appelons les actions. Donc, lorsque on a une action, on achète une action au sein d'une société comme Coca-Cola, et ça, ce sont des actions. Et on peut acheter des actions par le truchement d'une bourse des valeurs, par exemple. Okay? Et les actions sont bien connues et comme étant une catégorie des avoirs financiers. On a d'autre part ce qu'on appelle les bons, bonds en anglais. Ce sont des bons
Ça peut être des bons gouvernementaux. Et donc, il s'agit des avoirs lorsqu'il s'agit des opérations. Un gouvernement peut peut-être s'engager dans une activité financière, genre créer une communauté, un centre commercial, etc. Et le gouvernement peut avoir un intérêt dedans. Le gouvernement, généralement, il va publier de bons gouvernementaux. Et donc, les individus peuvent acheter ce bon. C'est des bons qui sont sécurisés par le gouvernement, mais ils ne présentent pas beaucoup d'intérêt, parfois même très minimes. Et généralement, c'est pour les investisseurs avertis qui ont peut-être un plan d'investissement sur le long terme, où on peut s'intéresser à des bons. L'autre catégorie, évidemment, c'est le cash, le liquide. Donc, on a besoin d'argent liquide et donc on peut investir en mettant votre argent dans une banque. OK? Et généralement, la banque peut sécuriser juste une partie de l'argent. Par exemple, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le FDIC. Lorsque vous mettrez votre argent dans un compte bancaire, la banque garantit soit donc les dépôts que vous faites, les dépôts à vue, jusqu'à concurrence de 250 000 $. Au-delà de 250 000 $, si vous avez 300 000 $, 500 000 $, s'il arrivait quelque chose à la banque, si la banque déclarait faillite, par exemple, le gouvernement ne garantit que jusqu'à concurrence de 250 000 $. Et donc, il y a tout un tas de trucs que vous devez faire. Mais généralement, ce n'est pas garanti que vous aurez un centime au-delà de 250 000. Et même dans ces cas-là, il y a un processus qui s'étend sur le long terme pour récupérer le liquide que vous avez perdu. Et ça se fait lors de la liquidation de la société qu'on va vous prioriser avec tous les autres clients de la banque, à condition que les avoirs de la banque puissent satisfaire les dépôts que vous avez effectués. Donc, les niveaux de risque sont différents. Il y a la dernière catégorie des avoirs financiers qu'on appelle une catégorie alternative, ce sont les alternatifs financiers. Et dans ces cadres-là, vous allez trouver, par exemple, ceux qui investissent dans l'or, ceux qui achètent les diamants, etc., ceux qui investissent dans l'immobilier, ceux qui investissent dans la nouvelle monnaie, la crypto-monnaie, etc. Et donc, on a ces 4 catégories. Le niveau de risque est différent. Partant du premier niveau où on achète des actions, donc les stocks en anglais, on peut faire des revenus assez importants. Le taux d'intérêt peut être très intéressant dans cette catégorie, mais il s'agit aussi, c'est une catégorie à haut risque. Donc les gens généralement ils pensent, oh, moi je vais acheter des actions au sein d'une société, ils pensent que c'est garanti, ils pensent que c'est safe, donc il n'y a pas de risque. Bien au contraire, lorsque vous achetez des actions, les actions, vos avoirs sont investis dans des actions. C'est une catégorie qui est considérée une catégorie à haut risque. Et c'est ça justement l'un des malentendus que les gens ne connaissent pas. C'est une catégorie à haut risque. Vous n'êtes pas dans la gestion de la société, vous ne connaissez pas les aléas auxquels cette société fait face. Et donc, cette société peut déclarer faillite à tout moment. On a vu des grandes sociétés, les gens ont investi dans Nokia, par exemple, pensant que, oh, Nokia, c'est une grande société, le téléphone, etc. Nokia a déclaré banqueroute, est allé en faillite. Et donc, lorsque vous avez des actions de telles sociétés, vous ne pensez pas que votre argent est sécurisé. Votre argent n'est pas sécurisé. Votre argent, en fait, il est en proie à des fluctuations. Et donc, tout ça. Et puis, l'autre problème en achetant des actions, c'est que vous ne pouvez pas acheter des actions avec un capital minimum. Donc, vous devez aller vraiment faire un gros investissement pour pouvoir vraiment jouir des résultats de cet investissement. Donc, si vous pensez déjà 3 000, 5 000 $ pour acheter des actions, oubliez. Ça, ce n'est pas suffisant pour, par exemple, remplacer le revenu que vous retirez de votre travail. Et donc, si vous voulez investir dans les actions, si vous voulez devenir un investisseur, celui-là qui vit des investissements faits au sein de sociétés de la place, vous devez penser grand, vous devez penser gros. Vous ne pouvez pas, il faut déjà éliminer les investissements du genre 1 000 $, 2 000 $, 5 000 $. Il faut déjà oublier ça. Il faut commencer 50, 100 000 $ au-delà. C'est en ce moment-là que vous pouvez acheter assez d'actions qui vont générer des intérêts et ces intérêts pourront vous permettre de vivre décemment comme étant un investisseur en bonne et due forme. Et donc, c'est une catégorie à haut risque. Donc, il faut déjà oublier que c'est sans risque. Parlons de bons de gouvernement. J'ai un peu élaboré dessus tout à l'heure. Les bons de gouvernement, c'est les revenus, le taux d'intérêt dans cette catégorie est très, très minime. Mais par contre, ce sont des actifs
très sécurisé parce que il y a des gouvernements derrière. Et à condition, encore une fois, qu'ils soient des gouvernements crédibles. Il y a certains pays dont je vais taire les noms ici. Vous ne pouvez pas faire confiance aux bons de gouvernement qui viennent de ces pays parce que dès que le gouvernement tombe, même quand le gouvernement est en place, ceux qui sont là, ils sont en train de s'entre-déchirer, etc. Et donc, déjà, quand il y a un bon gouvernement qui vient là-bas, vous n'avez pas trop confiance parce que vous ne savez pas. Mais dans le pays plus ou moins organisé, lorsqu'il y a des bons gouvernements, les gens qui n'ont pas nécessairement besoin de vivre de leurs investissements aujourd'hui, mais ceux qui pensent long terme, 10, 15, 20, 30 ans, ils investissent dans bons gouvernements parce que c'est sécurisé et c'est sur le long terme qu'ils peuvent retirer quelque chose. Mais en tout cas, c'est low risk et donc le risque est amoindri à cause du fait qu'il y a l'apport du gouvernement. Parlons aussi de liquidité. Lorsque vous avez du cash, comme je dis, vous avez du cash, de la liquidité, vous pouvez aller vers une banque, vous ouvrez un compte à vue ou à terme, vous faites un dépôt, ça peut être un compte d'investissement, ça peut être un compte d'épargne, etc. Les revenus sont très minimes. Les taux d'intérêt qu'ils vous proposent sont très minimes. En contrepartie, le risque est moindre. Donc, la banque, plus ou moins, vous garantit jusqu'à un certain niveau. Ici, je parle dans certains pays. Je me souviens d'un moment de ma vie où nous étions en RDC à l'époque de la transition Nouveau-Zaïre et vers le franc congolais, où il y avait des gens qui ont eu des avoirs en banque, mais pour retirer votre argent en banque, il fallait négocier avec quelqu'un qui devait déjà au départ, vous devrez déjà au départ leur garantir que, écoutez, si j'ai 1000 dollars dans mon compte, en tout cas, je vous donne 30-50% de cet avoir, comme ça, au moins on garantit, au moins je ne perds pas, parce que si vous ne faites pas comme ça, vous perdez, donc il fallait déjà trouver, pour ça, c'est votre propre compte d'épargne que vous avez eu au sein d'une banque de la place. Et ça, c'est les gens qui ont vécu dans les années 90, tout ça, à Kinshasa, en RDC en général, ils savent de quoi je parle. Et donc, ça, c'est encore une fois une défaillance de la part des autorités qui nous dirigent, etc. Nous ne sommes pas là pour faire des débats politiques, mais je révèle cette information parce que c'est du vécu, c'est un cas réel. Mais en parlant du cash, d'une manière générale, ça devait être un investissement low risque, à moindre risque, mais aussi parce que s'il n'y a pas de risque, ou en tout cas le risque est amoindri, les return on investment, donc les revenus provenant de cet investissement sont aussi très moindres. Donc, vous verrez que quand vous allez dans une banque, vous leur dites, écoutez, je vais ouvrir un compte d'épargne, ils vous proposent des revenus, des taux d'intérêt dérisoires sur l'année. Et donc, parfois, à la fin de l'année, vous n'avez reçu aucun intérêt, mais la banque va vous charger de frais bancaires. Et c'est en fait un paradoxe. Alors, on va parler maintenant des alternatives. Ça, c'est l'autre catégorie des avoirs financiers. L'autre catégorie sont les alternatives. Donc, il y a des gens qui investissent dans l'immobilier. L'immobilier peut offre de certaines garanties. Le risque est peut-être moindre, il y a une variation là-bas. Mais au moins, vous savez qu'à moins que vous ayez investi, construit dans un terrain marécageux, contre toutes les normes d'urbanisation, etc. Donc, la pluie vient, il y a l'érosion qui se fait, alors en ce moment-là, vous perdez tout. Mais si vraiment dans le pays développé ou même dans le pays moins développé, mais vous suivrez les normes d'investissement, ça dépend aussi du marché, où est-ce que vous avez construit, etc. Vous pouvez plus ou moins garantir votre investissement en le mettant dans l'immobilier et puis retirer des revenus sous forme de survaluation de la propriété qu'on appelle en anglais capital gain ou encore sous forme de loyer que vous percevez chaque semaine, chaque mois de la part des clients que vous avez dans vos locataires, disons, donc vos locataires. Mais il y a aussi ceux qui investissent dans l'or, ceux qui investissent dans le minerai, etc. Les risques sont variés, il est très difficile de catégoriser, mais les gains peuvent être énormes. Donc, il y a toujours ce mélange-là lorsque au plus grand est le potentiel du profit, généralement, plus grand est le risque. Donc, on a vu des gens, tout ça, essayer d'aller dans l'or, etc., dans le diamant, risquer leur vie, etc., tout ça. Mais quand ils gagnent grand aussi. Mais ici, nous nous concentrons, nous nous focalisons particulièrement sur la nouvelle monnaie, la monnaie digitale ou la crypto-monnaie. Et en parlant de la crypto-monnaie, on trouve que ceux qui investissent dans la crypto-monnaie, il y a le potentiel de se faire beaucoup d'argent, mais il y a aussi un risque important qui n'est pas que nous ne pouvons pas oublier, que nous ne pouvons pas éradiquer. Ce risque est là
mais il y a aussi moyen de gérer ce risque. Donc, pour commencer ce débat, cette information sur les différents types de monnaie ou des avoirs financiers ou de la gestion du risque, il est important que nous commencions d'abord par catégoriser et voir dans quelle catégorie se trouvent tous les avoirs que vous avez. C'est une matière à réflexion. Vous pouvez vous mettre à table le soir après le service, commencer à penser à vos avoirs financiers et déterminer quel type de risque est associé à chaque avoir que vous possédez. Mais notre discussion aujourd'hui va porter essentiellement sur la crypto-monnaie et qu'est-ce que c'est que la crypto-monnaie et quels sont les risques associés à cela. Et dans notre prochain chapitre, aujourd'hui, donc le premier chapitre étant la catégorisation des avoirs financiers, dans notre prochain chapitre, nous allons aborder la question de la crypto-monnaie en soi. Qu'est-ce que c'est que la crypto-monnaie? Et une fois qu'on aura franchi, qu'on aura débattu sur ça, nous allons maintenant passer à la question du risque, comment gérer le risque. Et donc, pour continuer sur la question de la crypto-monnaie, il convient de commencer d'abord par expliquer ce que c'est que la monnaie. Aristote définit la monnaie comme étant une unité de compte, une réserve de valeur et un intermédiaire des échanges. Ceci est important parce que vous pouvez avoir un article et une valeur qui peut servir l'un de trois fonctions, mais si les trois fonctions ne sont pas comprises ou satisfaites ensemble, alors il ne s'agit pas de la monnaie. OK? Avant de parler de la crypto-monnaie, c'est important de comprendre cette différence. Donc, essentiellement, la monnaie permet de conserver une certaine valeur. La monnaie est divisible indéfiniment. Ça veut dire qu'une unité représentée par $1 a la même fonction, la même valeur, perçue de la même manière, que ce soit au Congo, en Chine ou partout ailleurs. Et aussi, ça devait être un intermédiaire des échanges, donc facilitant les échanges de biens et de services. OK? Et c'est là très important parce que c'est comme ça que nous percevons la monnaie, c'est comme ça que nous la définissons. Peu importe la dénomination monétaire dont il s'agit ici. Ça peut être un franc congolais, ça peut être le rand sud-africain, ça peut être le dollar américain ou le livre sterling. Ceci est important et ceci concerne toutes ces monnaies. Et dans une autre vidéo, nous avions expliqué que toutes ces formes de monnaie qu'on désigne qui sont créées sur base d'un décret présidentiel royal, il s'agit ici en fait de ce qu'on appelle le fiat money, donc une monnaie fiat, donc qui sont créées sur cette base de décret. Et nous allons donc, ici, évidemment, nous prenons juste un raccourci pour expliquer vraiment, à la limite, ce que c'est que la monnaie. Et nous allons continuer par vous présenter une autre slide. La crypto-monnaie, quant à elle, elle est différente de la monnaie fiat du fait que la crypto-monnaie est créée sur une base digitale. En anglais, on appelle ça une digital currency. Ça veut dire qu'il y a une plateforme que nous appelons le blockchain. Je vais vous expliquer le blockchain dans un moment. Et sur cette base du blockchain, on génère une unité de monnaie et une unité qui permet de faciliter les échanges, en fait, qui remplit toutes les fonctions monétaires, à l'exception du fait que ce n'est pas une monnaie physique, ce n'est pas une monnaie tangible, ce n'est pas une monnaie que l'on peut manipuler de manière physique, mais on peut l'utiliser sur une plateforme, sur des plateformes électroniques, afin de continuer à faire des échanges de biens et de services. Alors, on va expliquer quelques petites différences entre la crypto-monnaie et la monnaie fiat. Nous savons que la monnaie fiat, donc la monnaie traditionnelle telle qu'on la connaît, vous pouvez la mettre dans un compte bancaire, vous pouvez la mettre dans un sac à main, etc. C'est comme ça que vous la conservez, n'est-ce pas? Quant à la crypto-monnaie, comme ce n'est pas une monnaie tangible, comme ce n'est pas une monnaie en papier, vous ne pouvez donc pas la toucher physiquement. Vous avez donc besoin de porte-monnaies électroniques qu'on appelle le wallet. Donc, wallet, c'est une traduction littérale francophone en français qui veut dire portefeuille. Donc, ce sont des portefeuilles électroniques qui vous permettent non seulement de conserver, mais aussi de transporter l'argent, la crypto-monnaie.
les grandes différences entre la crypto-monnaie et la monnaie fiat, c'est que la monnaie fiat est créée par une banque centrale qui est contrôlée par un gouvernement. Quant à la monnaie crypturale, la crypto-monnaie, par contre, quant à elle, elle n'est pas créée sur une plateforme qui est sous-tendue par un gouvernement. Donc, c'est une plateforme de blockchain, comme nous l'avions expliqué, qui est essentiellement basée sur Internet. Et donc, il n'y a pas un contrôle gouvernemental, il n'y a pas des agents gouvernementaux qui entrent. Ça présente des avantages, mais aussi des désavantages à cause de ce fait. Quand il y a la présence du gouvernement, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de contrôle. Ça veut dire que ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a beaucoup plus de sécurité, mais ça veut dire surtout qu'il y a ce qu'on appelle accountability, une redevabilité, parce que vous avez fait de l'argent, vous pouvez payer les taxes dessus, etc., etc., etc. Okay? Mais quant à la crypto-monnaie, parce qu'il n'y a pas un gouvernement, donc il n'y a pas une garantie d'assurance. Mais par contre, comme c'est sur la plateforme de blockchain, la plateforme de blockchain, c'est une plateforme hautement sécurisée, c'est une plateforme d'encryption, de cryptage qui ne peut être violée. Et donc, nous n'aurons pas le temps ici d'aller en profondeur par rapport à cela, mais il est pratiquement impossible de violenter une plateforme de cryptage parce que ce n'est pas basé sur un ordinateur, l'ordinateur des Andy aux États-Unis, mais c'est basé sur plusieurs serveurs éparpillés partout dans le monde. Et donc, dès le moment où vous essayez disons, d'entamer l'intégrité d'un service ou bien d'une écriture comptable sur l'un des serveurs, tous les autres serveurs vont signaler qu'il y a erreur parce que vous devez le faire de manière simultanée sur tous les autres serveurs et il y en a des centaines, il y en a des milliers peut-être. Et donc, il est pratiquement impossible d'entamer l'intégrité des transactions qui se font sur le blockchain. Mais aussi, l'autre problème, c'est que la monnaie de crypto, elle est très volatile. Il y a beaucoup de volatilité, donc le prix change à tout moment, à tout bout de champ. Et pour certaines personnes, c'est un problème, mais pour d'autres personnes aussi, c'est un avantage parce qu'il faut justement qu'il y ait cette volatilité afin de créer des transactions, des spéculations qui permettent à ce que les gens se fassent de l'argent. L'autre problème, évidemment, c'est celui de l'intégration parce que la monnaie de crypto ou la crypto-monnaie, si vous voulez, elle n'est pas utilisée partout dans le monde. Il y a certaines limitations où il y a certaines personnes, certains pays, certaines institutions, certaines contrées qui ne sont pas encore ouvertes à ce type de monnaie et donc par conséquent, il y a cette limitation. Par contre, la monnaie fiat, elle se limite sur l'espace géographique, là où elle a droit de citer. Et dès que vous dépassez cet espace géographique, vous devez la convertir, la changer sur une autre forme de monnaie. Donc ici, nous ne faisons pas les débats sur qu'est-ce que c'est que la monnaie crypturale et tout ça, mais justement, nous sommes juste en train de jeter les bases pour parler sur notre discussion portant sur le risque. Et donc, pour comprendre le risque, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qui sous-tend les avoirs financiers auxquels ce risque fait référence. Et donc, la grande différence entre ces deux types de monnaies, évidemment, comme on peut voir ce rapprochage entre le crypto et le fiat, c'est que le crypto est totalement décentralisé pendant que le fiat est centralisé, justement à cause de l'utilisation par le fiat de la banque centrale, qui est l'organe central qui contrôle, qui génère la circulation de ces monnaies. Pourtant, le crypto, lui, il est sur une base de blockchain et il y a pas une autorité régulatrice unique, mais il y a plusieurs entités selon l'espace, la contrée géographique là où le crypto est utilisé. On parle d'un moyen de facilitateur des échanges qui constitue le crypto, mais c'est essentiellement sur un plan digital. Pourtant, le fiat est disponible à la physique, donc vous pouvez l'utiliser, vous pouvez empocher le papier, etc. Tout ça. Il n'y a pas une limite quant à la génération, quant à l'offre de la monnaie fiat. Ça veut dire que la banque centrale décide du volume de l'argent. Et s'il y a un problème, la banque centrale peut toujours continuer à imprimer du papier pour en faire de l'argent, pour améliorer la circulation ou, de cet argent dans l'espace économique. Mais pourtant, en ce qui concerne le crypto, tous les cryptos sont générés avec un nombre fini d'argent. Ça veut dire qu'il y a un nombre fini d'argent et dès que ce nombre est atteint,
Et donc, il n'y a plus d'autres moyens d'en créer un autre. Et dans le cas de Bitcoin, par exemple, on sait qu'il y en a 21 millions d'unités de Bitcoin. Et si on sait qu'aujourd'hui, il y a quand même eu beaucoup de mouvements dans le marché, au mois de novembre, le Bitcoin s'est changé, un Bitcoin s'est changé à 61 000 $, jusqu'à 64 000 $ même, je crois. Et aux dernières nouvelles, c'est à 21 000. Il y a eu cette décroissance dans le premier trimestre de 2022. Il y a une récession sur le plan mondial qui se fait, d'ailleurs sur tous les marchés, y compris la bourse des valeurs. Et donc, le crypto a essentiellement perdu beaucoup de ses valeurs. Donc, de 64 000 au mois de novembre de l'année passée à 20 000, 21 000 au mois de juin de 2022. Il y a quand même eu une grande perte de valeur, mais c'est un recalibrage qui se veut afin de corriger certaines déviations sur le marché financier. Et évidemment, le prospectus, les projections montrent que ça va continuer à grimper dans le mois, dans les jours qui viennent peut-être. Mais l'idée ici, c'est que lorsqu'il y a une offre limitée, ça veut dire que le prix peut être mieux contrôlé. Et donc, par conséquent, l'inflation peut être mieux contrôlée dans le secteur de crypto plutôt que dans le secteur de fiat. OK? Et toutes les transactions qui se font sur le blockchain sont anonymes. Et donc, lorsque vous faites vos transactions dans le monde de fiat, dans le monde de crypto, vous devez bien savoir l'adresse électronique que vous utilisez parce que ces transactions sont anonymes. Et dès que ces transactions se font, il est pratiquement impossible, du fait que le blockchain est inviolable, de pouvoir retrouver une transaction. Donc, vous devez vous rassurer dès le départ que l'adresse électronique que vous avez, là où vous voulez envoyer l'argent, c'est une adresse correcte, parce que dès que cette transaction est faite, ça dépend de la bonne foi de la personne à l'autre bout, de pouvoir dire, oh, c'est pas assez ou c'est pas suffisant, ou bien c'est incorrect, j'ai mal reçu cet argent, je vais rembourser, sinon vous n'avez aucun moyen de le retrouver. Les transactions, par contre, dans le domaine de fiat, ne sont pas anonymes, donc vous pouvez savoir à qui vous avez fait un transfert d'argent, etc. Donc ça, ce sont les grandes différences. Mais en parlant du risque, on voit qu'il y a un certain nombre de risques. Le risque, évidemment, nous avons évoqué la volatilité. Nous avons aussi, peut-être pas abordé de manière détaillée, mais il y a quand même risque où il y a ce qu'on appelle les hackers. Ça veut dire que ce sont des pirates informatiques qui peuvent entrer dans votre wallet électronique et s'emparer de votre argent. Ce n'est pas seulement dans le monde du crypto d'ailleurs, même dans la banque normale, on connaît ce que les frappeurs sont, par exemple. En lingo de chez nous, on parle de frappeurs, ceux-là qui peuvent s'emparer de votre compte bancaire et puis prendre votre argent, ou bien falsifier un chèque et puis s'emparer de votre carte de crédit, etc. Donc, les frappeurs, c'est ce qu'ils font. Donc, le scam, ce sont des trucs qui existent. Donc, quand vous faites des transactions au niveau financier, qu'ils soient en ligne ou qu'ils soient à votre banque locale, vous devez faire extrêmement attention. Il s'agit de votre argent, donc vous êtes très prudent comment est-ce que vous utilisez cet argent. Donc, ça, c'est juste un rapprochement pour éclaircir, pour que vous compreniez. Et nous allons maintenant passer vraiment à l'analyse de risque et comment le risque peut être géré. Alors, l'un des moyens le plus simple pour minimiser le risque, c'est ce qu'on appelle en finance la diversification. Lorsque vous avez des assets financiers, donc vous avez de l'avoir financier, il faut savoir les diversifier. Au départ, nous avions vu qu'il y a 4 types d'avoirs financiers. Okay? Donc, vous avez la liquidité, donc l'argent, le cash. Vous avez les stocks, donc les actions que vous pouvez avoir achetées auprès d'une société, etc. Généralement, on s'en procure auprès d'une bourse de valeur, ou bien si vous avez un courtier en bourse qui fait ses achats pour vous, il crée un portefeuille pour vous. Et donc, vous avez donc accès à ces avoirs. On a vu qu'il y a ce qu'on appelle les bons gouvernementaux, qui sont en fait les intérêts que le gouvernement a au sein de certains projets, et vous pouvez acheter une partie de ce projet, donc une partie de ces bons, qui ne sont pas très lucratifs, mais ils sont extrêmement sécurisés sur le long terme, etc. Et vous avez les alternatives. Parmi les alternatives, on a parlé des investissements dans l'immobilier, on a parlé de ceux qui s'aventurent dans l'or, dans le marchandage du diamant, les gens qui font la vente des vins, par exemple, donc les grands commerces, ou encore dans la nouvelle technologie. Donc, on a parlé essentiellement de crypto. Et moi, j'ai un intérêt particulier pour les cryptos à cause du fait que moi-même, je suis impliqué dans ça, et les barrières d'entrée dans le monde du crypto sont très minimes. En toutes les autres formes d'investissement, vous avez quand même assez besoin de beaucoup d'argent pour vous y aventurer. Mais dans le crypto, l'accès est très facile
vraiment, c'est un capital minimum ça requiert un capital extrêmement minimum. Et donc, déjà, de ce fait-là, le risque est minimisé. Mais parlons d'une manière générale de la diversification. Ça veut dire que, il y a, comme on dit en anglais, il y a une expression qui dit you should not keep all your eggs into one basket. Ça veut dire que lorsque vous transportez les œufs, euh, pour assurer le maximum de sécurité, il n'est pas prudent de mettre toute la récolte des œufs, je ne sais pas, la pendaison, je ne sais pas moi, dans un seul panier. Parce que si le panier tombait, c'est tous les œufs qui partent. Donc, pour minimiser le risque, il faut séparer les œufs. Il faut mettre dans des paniers différents parce que quelqu'un peut trébucher, un panier peut s'écraser, mais les autres sont épargnés de ce fait-là. Et c'est de la même manière que la finance devait être approchée, la gestion de risque devait être effectuée. Lorsque vous êtes un investisseur, lorsque vous êtes une personne sensée, il n'est pas normal, il n'est pas recommandé d'avoir tous vos avoirs sous une seule forme. Oh non, moi, j'ai tout mon argent, c'est en liquide, je mets ça sous mon lit. Si la maison prenait feu, tout le liquide là est parti. Ou bien, non, moi, j'ai investi essentiellement seulement dans l'immobilier. C'est bien, c'est une très bonne idée. C'est bien, nous encourageons que les gens aient un toit. Mais aussi, une grande opportunité peut se présenter. L'immobilier ne se convertit pas facilement en argent liquide et vous pouvez avoir besoin d'urgence d'argent liquide. Vous pouvez utiliser l'immobilier comme pour l'hypothéquer, mais ce n'est pas évident. Ça dépend de là où vous êtes, ça dépend de la qualité de l'immobilier, ça dépend de beaucoup de choses. Donc, reconvertir ça en liquide n'est pas toujours facile. Donc, il est de bon usage, oui, d'avoir un peu de tout des types d'investissement. Donc, vous pouvez avoir un immobilier qui est très, très recommandé, mais n'éliminez pas les autres aspects aussi. Donc, vous pouvez avoir un peu d'actions en bourse, vous pouvez avoir un peu de cash dans un petit compte d'épargne quelque part. Vous pouvez aussi avoir un peu, vous aventurer un peu dans la nouvelle technologie parce que le monde évolue. Hier, on n'avait pas la télé, on n'avait pas Zoom. Aujourd'hui, on peut faire Zoom. Et donc, c'est la technologie qui avance. Et donc, il faut intégrer, il faut s'habituer, il faut faire avec. Et donc, dans le nouveau monde où nous existons aujourd'hui, il y a des investissements qui sont disponibles dans le monde de la crypto. Et donc, comme ces investissements sont disponibles, vous pouvez vous y aventurer. Surtout à cause du fait que d'entrée de jeu, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent pour le faire. Vraiment, de manière très minimum, vous pouvez entrer. La plateforme que moi j'utilise qui s'appelle Novatech vous permet d'investir déjà avec un minimum de $100. Vous pouvez prendre déjà commencer à participer à ce type de marché et petit à petit, vous allez voir comment ça se développe, tout ça. Et déjà, partant du fait que ça ne dépend que ça ne demande qu'un $100 pour commencer, vraiment au juste minimum. Donc déjà, le risque est mitigé. Vous voyez? Donc, on ne vous demande pas d'investir $1000, $10 000, $100 000. Déjà, avec un $100, vous pouvez voir est-ce qu'il y a un potentiel ici. Et déjà, de ce fait-là, le risque est très mitigé. Donc, ici, je parle d'une diversification dans le type des avoirs financiers, mais aussi dans les différentes industries. Il y a différentes industries qui présentent différentes opportunités. Donc, ne dites pas seulement, non, moi je suis agriculteur, dès la naissance, je mourrai agriculteur. Personne ne vous dépend d'être comme ça. Vous pouvez être agriculteur, acheter des beaux tracteurs qui sont dotés de la nouvelle technologie, utiliser des engrais bio afin d'améliorer votre production. Et généralement, les agriculteurs ont besoin d'argent, peut-être pour payer des avances, des salaires aux travailleurs, etc. Et donc, vous avez besoin de liquidité. Et donc, il faut travailler sur l'amélioration de la liquidité de votre entreprise afin d'avoir de beaux jours, de préparer des beaux jours et donner des beaux jours à vos enfants et à vos grands-enfants. Et donc, on va continuer, on va finir bientôt avec notre conversation sur la gestion du risque. L'autre critère important, lorsqu'on parle de la gestion du risque, il s'agit de ce qu'on appelle en finance la règle de 72. La règle de 72 détermine quel est le moment, la durée à laquelle le capital investi double. En d'autres termes, si vous avez investi $500, à quel moment, après combien de temps, ce capital va devoir doubler? Eh bien, pour trouver cette durée, il suffit de connaître un seul facteur. Et ce facteur, c'est le taux d'intérêt annuel.
ayant connu le taux d'intérêt annuel, il suffit simplement de prendre le chiffre 72 et le diviser par le taux d'intérêt annuel. Cela vous donnera à quel moment le capital investi va devoir doubler. Je vous montre une illustration. Eh bien, voilà, dans ce tableau ici, on vous présente le principe de base de la règle de 72, et ceci, c'est dans le contexte de la gestion du risque. Nous avons, évidemment, ce que j'ai dit tout à l'heure, le nombre ou le chiffre 72 qui fait partie de la formule divisé par le taux d'intérêt annuel. Okay? Percentage rate of return. Ça, c'est le taux d'intérêt annuel. Et cela va avoir comme le résultat le nombre ou la durée à laquelle, le temps que cela devra prendre pour qu'un capital investi puisse doubler. Par exemple, si vous savez que le taux d'intérêt annuel de votre investissement est de 6% l'année, vous prenez le chiffre 72, vous le divisez par 6, et bien le résultat, c'est 12 ans. Donc, si vous avez investi 500 $, il faudra attendre 12 ans pour que cet investissement puisse doubler, pour avoir 1000 $, 12 années. Et donc, ceci déjà vous fait l'ombrage de ce que vous savez. Tout le monde a peut-être des investissements ici et là avec votre banque locale. Et si vous avez fait un investissement avec votre banque, sachant à quel taux d'intérêt cet investissement a été effectué, vous pouvez estimer à quel moment ce capital va doubler. Je vais appliquer cet exemple dans la formule de Novatech et on va voir ensemble comment vous pouvez gérer le risque. Eh bien, pour ceux-là qui ont l'habitude de suivre nos vidéos, ils sont très familiers avec cette calculatrice que j'ai développée. C'est en fait une calculatrice qui vous permet de faire des projections ou des estimations de revenus futurs, etc. À la base, très rapidement, je vais vous montrer, à la base, nous prenons, cette calculatrice est basée sur le taux d'intérêt réel que Novatech paye chaque semaine. Okay? Par exemple, le plus récent, c'est la semaine du 16 juin. Novatech a redistribué 3,14%. C'était le vendredi dernier. Et le vendredi d'avant, Novatech avait payé 2,97%. Et la semaine qui est venue avant, c'était à 3,06, donc etc. Ici, il s'agit des taux d'intérêt réels que Novatech redistribue. Et quand on en fait la moyenne, on trouve que la moyenne de ce taux d'intérêt hebdomadaire, c'est ce que Novatech paye chaque semaine, se place au niveau de 3,22%. Ça, c'est le taux d'intérêt moyen pour chaque semaine. Et quand on annualise ce taux d'intérêt, on arrive à un taux d'intérêt annuel de 167%, ce qui est énorme. OK? Maintenant, en prenant l'exemple de la règle de 72, il suffit de prendre le chiffre 72, on divise par le taux d'intérêt annuel. Ici, on arrive à 0,43. En fait, 1 représente une année. Donc, l'unité représente l'année en entièreté. Ici, on a 43% d'une année, donc un peu moins de la moitié d'une année. Donc, on parle de 5 à 6 mois. Donc, l'intervalle entre 5 et 6 mois de l'année. Et on peut visualiser ça ici dans l'exemple. Prenons le cas où quelqu'un investit 500 $. Quelqu'un investit 500 $. Bon, on va essayer d'actualiser ça. Nous sommes la semaine c'est le 16 juin aujourd'hui. Nous sommes le 23 juin, pardon, aujourd'hui. Donc, on va remettre tout ce chiffre à 0 et on va remettre tout ce chiffre à 0. Donc, on commence notre exemple à la semaine du 24, donc le 24. Prenons l'exemple où quelqu'un investit le 24 juin. Nous sommes le 23 aujourd'hui, 500 $. Si vous avez investi 500 $, au taux d'intérêt moyen hebdomadaire de 3,22%. Donc, vous avez la possibilité de recapitaliser ce taux au bout de 1, 2, 3, 4, 5, 6e mois. OK? On voit que, en fait, je devrais compter à partir du 1er juillet parce que s'il n'y a qu'une semaine, j'ai compté ça comme un mois en entier. En fait, le premier mois, ce sera le mois d'août. Pratiquement, nous sommes à la fin du mois de juin là-bas. Donc, prenons 1, 2, 3, 4, 5, 6e mois. Donc, au bout du 6e mois, on voit que c'est le mois de janvier, donc nous sommes début juillet. Au mois de janvier,
le capital aura doublé. Nous sommes passés de 500 $ à 1000 $. Maintenant, en matière de gestion de risque, je sais que je dis aux gens, parce que les gens parlent toujours du risque. Non, les investissements en ligne, c'est risqué, etc. Quand vous achetez de la marchandise, vous mettez dans un camion qui tend le point A, point B, tout peut arriver. On ne souhaite pas, tous nous voulons gagner, nous faisons des business de toutes sortes. On s'est fait escroquer à plusieurs reprises par des gens apparemment de bonne foi, des voleurs en cravate avec mallette diplomatique. Mais il y a des gens qui achètent la marchandise au point A, au point B, tout peut arriver, un accident peut arriver. Si vous n'êtes pas bien assuré, vous perdez votre argent. Au moment du dédouanement, vous payez des frais exorbitants, etc., etc. Les risques sont partout. Le point, ce n'est pas que les gens ont arrêté de faire le business parce que la douane était chère. Les gens continuent de faire le business parce qu'ils trouvent des moyens pour gérer le risque. Et c'est ça, c'est ce narratif que nous voulons développer ici. Et donc, si vous pouvez vous permettre de faire un investissement partant de 500 $, de 1000 $, de n'importe quel moment, sachant déjà que j'ai le potentiel dans ce business de doubler mon capital en 6 mois, ayant déboursé dès le départ un montant X, dans ces cas-ci 500 $, au bout de 6 mois, parce que vous percevez des revenus dès la première semaine, vous avez des taux d'intérêt qui vous sont déboursés à concurrence de 3,22% en moyenne. Et donc, vous avez cette possibilité de dire, au 6e mois, j'ai doublé mon capital. J'ai 2 choix, en fait, en ce moment-là. Je peux carrément retirer l'argent qui est sorti de ma poche, l'argent que j'ai déboursé dès le départ. Donc, si au mois de janvier, vous avez maintenant doublé le capital, vous pouvez vous dire, écoutez, moi, je vais gérer mon risque, je vais éliminer le risque, je retire le premier 500 $ que j'avais investi. Et donc, en ce moment-là, vous resterez avec 530 $ d'investissement disponible. Et ce 530 $ représentera à 100% le profit généré par le premier 500 $ que vous aviez investi. Ça, c'est le premier élément. Vous pouvez dire, j'élimine le risque. En ce moment-là, le 500 $ que vous aviez investi, vous le retirez. Votre risque, maintenant, il est de 0. Ça vous prendra 45 secondes à 1 minute chaque semaine pour faire un réinvestissement. C'est tout. C'est moins de 4 minutes chaque mois. Moins de 4 minutes. Pensez au temps que vous passez devant la télévision. Pensez au temps que vous passez sur Internet en train de regarder Facebook et consorts. Moins d'1 minute chaque semaine, le vendredi ou le samedi, pour faire le réinvestissement de l'argent que vous avez reçu. Et au total, ça fait moins de 4 minutes chaque mois que vous aurez à utiliser pour réinvestir. Et au bout de 6 mois, vous avez doublé le capital. Ayant doublé le capital, vous avez 2 choix. Le premier, c'est de dire, je limite le risque carrément, je retire le premier 500 $, il me reste 530 et je vais continuer avec les 530 parce que 530, c'est uniquement du profit. Donc, vous n'avez aucun risque impliqué. C'est uniquement le profit que vous allez continuer à multiplier. Ou alors, le deuxième choix, c'est de dire, écoutez, je peux vivre avec un risque de 50%, je retire le premier 250 $. En ce moment-là, si vous faites ça, donc vous retirez les 250, vous êtes à ce niveau-là, vous dites, à ce niveau-là, vous dites moins 250 $, et donc votre revenu est réduit à 821, et vous pouvez continuer avec le 821, vous voyez déjà qu'au bout de 1 mois et demi, donc le premier mois, c'est celui-là, 1 mois et demi, vous êtes de retour vers 1000 $. Et donc, en ce moment-là, vous pouvez vous permettre de dire, écoutez, en ce moment-ci, je suis prêt, je vais encore éliminer un autre 250 $. Le 500 $ que j'ai investi il y a cela maintenant 8 mois, je l'ai totalement récupéré. Il me reste le profit et uniquement le profit. En ce moment-ci, vous pouvez continuer à investir, votre risque est de 0. Au bout d'une année, donc en janvier 2024, vous êtes maintenant à 2000. Et étant parti de 500 $ que vous avez réinvesti toutes les semaines à intérêt composé tel qu'on l'a expliqué plus tôt. Et maintenant, vous avez plus de 2000 $. Uniquement un profit. Vous n'avez aucun risque impliqué dedans. Ce même exemple peut être appliqué à plusieurs niveaux d'investissement. Donc, on peut faire petite marche arrière. On peut voir rapidement un autre exemple où vous avez commencé, par exemple, juste un exemple, vous avez commencé peut-être avec 1500 $. J'ai des gens qui ont commencé avec 20 000 $. J'ai introduit des gens dans ce business qui ont commencé avec 50 000 $. Évidemment, tout le monde n'a pas la même disposition par rapport au risque. Mais le point de ce message, le point de ce programme, c'est de montrer aux gens que le risque, en fait, c'est un concept relatif. Ce n'est pas un concept absolu.
Le risque peut se gérer. Il suffit de prendre, d'ailleurs en anglais, on dit taking smart risks. Il faut prendre des risques intelligents. Il ne faut pas que le risque soit un facteur de démotivation. Au contraire, là où il y a un risque, comme on l'a démontré, il y a certainement de grosses opportunités. Et donc, il suffit de se disposer de manière à ce qu'on puisse gérer le risque. Donc, pour finir, à cet exemple, prenons l'exemple où vous avez investi 1 500 $ partant d'aujourd'hui. Et donc, utilisant la règle 72, au bout du 6e mois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on trouve que déjà vers, élargissons comme ça on voit le mois, vers le mois de décembre, même pas, donc oui, vers le mois de décembre, donc vers le mi-décembre, le 16 décembre là-bas, on passe à 3 000 $. On a doublé. Nous sommes début juillet, donc exactement 6 mois. On a doublé. La règle des 72 encore se vérifie. Vous voyez ça? Alors, en ce moment, si vous dites, bon, moi j'ai commencé avec 1 500 $, vous pouvez éliminer le risque. Vous dites, écoutez, ça a été 6 mois de stress, mon risque était trop élevé, j'ai mes 1 500 $ en danger, je vais maintenant les récupérer. Vous pouvez exactement faire ça. Vous dites, moins 1 500 $, vous empochez votre 1 500 $, votre capital tombe à 1 700 $ là-bas. Et en ce moment-là, vous n'avez plus que de profit. Et vous pouvez continuer avec le 1 700 $, vous continuez à le faire croître chaque semaine. Au bout, disons, nous sommes ici décembre 2023, donc une année à partir de ce moment-là, votre 1 700 $ s'est accru jusqu'autour de 8 000 $. Et vous pouvez continuer à croître de cette manière-là. Tout comme vous pouvez prendre l'autre option où vous dites, écoutez, je vais mitiger ça, mais lentement. J'élimine d'abord le premier 750 $ sur les 1 500, donc 50% de mon risque est parti. Et je reste avec l'autre 50%, et au bout de quelques mois, j'élimine l'autre de 750 $. Donc, voilà un peu juste une discussion pour ouvrir l'esprit, engager une discussion, et ceci est important pour vous. On continue avec le programme dans le slide qui vient. Considérez par exemple cette calculatrice. C'est une calculatrice électronique sur Internet. Okay? Nous allons parler de l'intérêt composé parce que la plateforme que j'utilise vous permet de gagner en moyenne à peu près 3% par semaine investi et vous pouvez le récapitaliser toutes les semaines. Donc, prenons l'exemple où vous aviez investi un 500 $ au début de la période. Donc, un 500 $, la moitié de l'exemple que j'ai donné. 500 $ investis à un taux moyen de 3%, mettons 3% là-bas, et vous l'investissez chaque semaine. OK? Et donc, vous le laissez là. Prenons juste l'exemple où vous l'investissez pour une année, 1 year. OK? Alors, calculons. Vous pouvez voir que 500 $ au bout d'une année a une valeur future de 2167 $. Ça veut dire que le 500 $ a généré 1667 $ à la fin de l'année. C'est un taux de croissance de 333% que le monde de crypto ouvre aujourd'hui aux investisseurs. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Les gens ne maîtrisent peut-être pas, les gens ne font pas attention. Les gens se concentrent sur le négatif, mais c'est un potentiel qui est ouvert aujourd'hui, qui est disponibilisé pour tout le monde. Virtuellement, tout le monde peut accéder à ce marché. J'ai pris l'exemple de 500 $, mais je vous ai aussi parlé de ma plateforme qui vous permet d'investir à partir de 100 $. Vous pouvez donc commencer à votre aise, à votre guise, là où vous vous sentez à l'aise, que ce soit 200, 300 000, 100 000 $, ça dépend de vous. Chacun n'a pas les mêmes revenus, nous n'avons pas tous les mêmes accès aux capitaux. Mais c'est une opportunité qui est ouverte aujourd'hui grâce à Internet à tout le monde. Elle est disponibilisée pour tout le monde. Si nous prenons l'exemple où cet investissement est fait sur, prenons l'exemple où vous laissez cet argent pour 2 ans. Je modifie là, au lieu d'une année, je prends 2 ans. Prenons l'exemple où vous laissez cet argent là-bas pour 2 ans. Un simple 500 $ investi à 3% chaque semaine, recapitalisé, laissé 2 ans, vous génère à peu près 9 300 $. C'est 500 $ au départ, un taux de croissance annuel de 333%. Vous avez un intérêt généré pendant la période de 8 894. Il n'y a pas un produit bancaire qui peut faire autant. Il n'y a pas. Il n'y en a pas, que ce soit en Australie, que ce soit au Congo, en France, aux États-Unis. Il n'y a pas un produit conventionnel d'une banque qui vous donne autant de profit.
C'est la raison pour laquelle nous parlons de ceci. It's a game changer, comme on dit en anglais. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu et que certains pasteurs peuvent qualifier de sorcellerie, mais il s'agit juste de la magie de l'intérêt composé. Donc, c'est une grande opportunité qu'il ne faudrait pas oublier, qu'il ne faudrait pas négliger, juste à cause d'un manque de confort personnel ou bien de convictions erronées. Donc, on va continuer, on va finir, on va atterrir très bientôt. Et donc, c'est une réalité, OK? Est-ce qu'il y a de risques de perte? Oui, effectivement, il y a des risques de perte. Mais la manière à laquelle vous gérez ce risque, c'est d'abord, par commencer par travailler avec un courtier qui est utile, qui sait ce qu'il fait. Ne travaillez pas avec n'importe quelle personne, travaillez avec un courtier qui a fait ses preuves. Nous ne cessons de proclamer, de marteler ici que nous travaillons avec un courtier qui s'appelle novotechfx.com. C'est le meilleur courtier qui prend en charge toutes les activités d'échange, qui génère des profits qui avoisinent le 3% la semaine et qui vous repaye tous ces profits chaque fois la semaine, toutes les semaines. Et donc, vous pouvez le réinvestir à votre guise, vous pouvez le recapitaliser à votre guise, selon le besoin de votre maison. J'ai des amis qui sont dans ce business, qui font le même truc que moi et qui pratiquement attendent que tous les vendredis, qu'il y ait le reversement des intérêts pour pouvoir vivre avec. Tout comme j'en ai d'autres qui utilisent ça comme leur épargne. Donc, ça veut dire que lorsque le paiement est fait, ils recapitalisent, ils sont en train de faire croître le capital investi. Et donc, c'est ça, il y a plusieurs stratégies. Mais à la base, c'est que déjà, la mise initiale ne demande pas à ce que vous vous endettiez, ne demande pas à ce que vous preniez toute la sueur de votre front pour que vous mettiez là-bas afin de commencer ou d'être qualifié comme investisseur. Vous n'avez pas besoin de ça. C'est ce que le monde du crypto nous offre aujourd'hui, que les banques traditionnelles qui existent depuis les temps anciens, depuis que le monde est monde, n'ont jamais offert. Les banques ont toujours cet aspect de prédation envers les personnes, envers les clients. Les banques sont toujours sont prédatrices, en fait. Ils vous chargent des taux d'intérêt exorbitants sur les capitales, sur les dettes. Et donc, il y a cet aspect négatif associé aux banques. Mais on trouve encore aujourd'hui des gens qui disent que non, 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 mon argent est mieux à la banque. C'est vrai. On peut empêcher des personnes d'avoir leur opinion. Mais tout ce qu'on demande ici, c'est que vous n'avez pas besoin nécessairement de désinvestir votre argent dans une banque, mais on vous offre une opportunité qui peut changer toute la donne, toute votre connaissance que vous avez sur l'argent. On vous montre encore une chose. Voilà ce qu'on vous montre ici. Lorsque les personnes, généralement, il y a un profil des investisseurs. Voyez, donc, les personnes un peu plus jeunes sont un peu plus ouverts au risque. Et donc, ils s'adonnent un peu plus à ces avoirs financiers, à ces activités financières qui sont un peu plus risquées, comme on dit en français. Et donc, vous voyez les plus jeunes personnes, par exemple dans les pays développés, qui vous parlent de crypto, par exemple. Ils sont un peu plus ouverts parce que c'est un concept qui leur est familier. Ils entendent ça partout, ils utilisent ça. Et lorsque vous leur parlez de l'investissement, la première chose qu'ils vous disent, que non, moi, j'investis dans le Bitcoin. Moi, j'investis dans tout ça. C'est ce qu'ils font. Et souvenez-vous que notre génération, nous sommes la trentaine, la quarantaine, peut-être la cinquantaine. Nous avons peut-être encore 10, 20, 30 ans de vie active, mais nous sommes à la porte. Il y a une génération de nos enfants qui vient, qui est à la dizaine d'âge aujourd'hui. Ils ont 17, 18 ans, peut-être 20 ans. Et ils ont toute une vie devant eux. Et c'est eux qui vont nous diriger dans 20, 30 ans. OK? Et ce sont ces personnes qui préparent le monde de demain. Aujourd'hui, ils vous disent qu'ils investissent dans la nouvelle technologie. Et donc, toute la connaissance que nous avons acquise autour de l'argent, nous devons savoir que nous n'avons peut-être que 5 à 10 ans pour la mettre en pratique. Et donc, si vous êtes dans une formule où vous avez une certaine connaissance, il importe de remettre en cause cette connaissance, de voir où le monde va, où est-ce que vous en êtes, est-ce que vos buts sont atteints. Et si pas, pourquoi pas essayer quelque chose de nouveau? Revisez ce que vous êtes en train de faire, ouvrez un peu la porte. Regardez, surtout que ça ne vous demande pas de mettre toute une fortune. Vous pouvez juste mettre juste un peu et regarder comment ça fonctionne. Je vous assure, vous ne le regretterez pas. Mais encore une fois, ici, je vous exhorte à ne pas travailler avec n'importe quel courtier. Nous avions parlé
de risque, le risque passe par le choix du bon courtier. Si vous avez un mauvais courtier, je ne peux faire aucun commentaire dessus. Mon courtier à moi, je suis très fier de lui. Ça fait 2 ans que nous travaillons. Il y a des centaines, j'exagère en disant des centaines, mais il y a en tout cas une bonne cinquantaine de milliers de personnes de par le monde entier qui utilisent ce courtier et qui se font payer chaque semaine. Et donc, voilà un peu de manière succincte la discussion sur le risque. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. Nous avons besoin de vos commentaires, nous avons besoin que vous nous aidiez à améliorer ces prestations. Dites-nous ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, mettez vos commentaires, mais surtout, aimez et souscrivez-vous à notre chaîne Empire Building Network. Nous avons besoin de vous, de supporter cette œuvre. Nous le faisons pour vous, nous vous aimons, nous voulons partager cette nouvelle, nous voulons que la vie des gens puisse changer. Arrive un certain temps où, d'une manière ou d'une autre, il faut se remettre en cause. Si c'est quelque chose que vous avez toujours fait depuis 20 ans, depuis 10 ans, et ça ne vous donne pas les résultats que vous voulez, il est peut-être temps que vous considérez quelque chose de différent. Alors, sur la question du risque, nous avons clôturé. Le risque se gère. On entend tous les jours qu'il y a des accidents routiers. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus monter dans une voiture. On monte toujours dans la voiture. On se rassure que votre voiture va au service quand le temps vient pour faire le vidange. On se rassure que les pneus sont bons, etc. Et donc, lorsqu'il y a un accident, ça ne vous empêche pas de monter dans la voiture le jour même de l'accident. OK? Et donc, c'est juste une illustration pour dire que oui, c'est vrai, il y a des accidents qui arrivent même dans le monde des investissements. C'est vrai, c'est malheureux, nous ne sommes pas pour ça, nous sommes là pour promouvoir l'éthique, la déontologie, la bonne gouvernance, etc., la bonne gestion. Mais nous voulons aussi dire que nous ne n'ignorons pas que ces effets néfastes existent. L'important, c'est de rester concentré sur ce qu'il y a de positif. Et ce qu'il y a de positif, c'est que ce monde ici, c'est le monde de demain. C'est le monde qui ouvre des portes. Aujourd'hui, on a des jeunes milliardaires, millionnaires de 14-15 ans et ils le font sur l'Internet. C'est juste savoir, avoir une connaissance, utiliser cette connaissance à bon escient. Il ne s'agit pas de démoniser les choses que nous ne comprenons pas. Comme l'exemple du pasteur que j'ai donné au début, qui dit à son fidèle, écoutez, c'est la sorcellerie, donc parce que c'est des trucs qui ont juste dépassé son entendement. Donc, comme lui n'a pas compris, c'est la sorcellerie et il endoctrine tout le monde dans ce sens-là. Nous ne sommes pas là pour endoctriner les gens, nous sommes là pour répondre la nouvelle, la bonne nouvelle, pour parler de l'éducation financière et nous vous invitons à prendre part à ces activités avec nous. Si vous avez des questions, posez-les-nous, joignez-nous, souscrivez Empire Building Network. À plus.